Bonsoir tout le monde, et ça se commence très mal parce que j'avais mis le chat. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Eka Tolkien Deal, et ce soir dans notre after, on va présenter un très très bel ouvrage qui est une encyclopédie, pas de David Day, de la coutume, mais plutôt de la Terre du Milieu, l'encyclopédie sur Numénor et le deuxième âge, et j'ai la chance d'avoir avec moi plusieurs autrices et illustratrices. On a commencé. Bienvenue, Coralie. Euh, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. On va partir gauche, L'autre côté. de l'autre côté, exactement. Enfin, toujours de l'autre côté en fait. Avec Audrey Morel. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et ben, bonjour, donc Audrey Morel. Alors, qu'est-ce que je peux dire moi? Déjà que je suis autrice du coup de l'Encyclopédie de la Terre du Milieu de Númenor et le Deuxième Âge. J'ai également coécrit Le Monde des Hobbits, donc avec les autres auteurs ici présents. Entre... Et puis j'ai contribué à l'Encyclopédie du Hobbit en tant que contributrice simple. Et sinon, je suis actuellement trésorière de l'association Tolkien Deal après avoir été 12 ans présidente de l'association. Voilà. Ensuite, merci beaucoup. Ensuite, on a Jean-Rodolphe Turlin. Bonsoir à tous. Mon visage ne bouge pas, c'est juste une photo, mais je suis bien là. Je suis très content d'être là ce soir. Moi, je ne fais pas partie de l'association Tolkien Deal, mais j'ai écrit quelques ouvrages, quelques articles, quelques essais sur Tolkien depuis quelques années. Je suis l'auteur de Promenade au pays des Hobbits, qui est paru en 2012. J'ai participé à l'aventure du monde des Hobbits avec mes chers camarades ici présents en 2014. Et puis, j'ai remis le couvert pour l'encyclopédie de la Terre du Milieu, Numénor et le deuxième âge, qui était aussi une belle aventure. Merci Jean-Rodolphe. Nous avons Damien Bador qui Bonsoir à présenté, tous. Pour ma présentant part, je quelques mots. suis ingénieur de formation et j'ai... Vous m'entendez? Oui, vas-y, Oui, continue. Voilà, je suis ingénieur de formation. Ma spécialité chez Tolkien, ce sont avant tout les langues qu'il a construites ainsi que les alphabets qu'il a inventés. Et j'ai participé, comme mes camarades, à l'encyclopédie du Hobbit, au monde des Hobbits et à l'encyclopédie de la Terre du Milieu. Et je suis également contributeur d'un certain nombre d'autres ouvrages, notamment le dictionnaire Tolkien qui a été édité par Vincent Ferry. Vivien, habitué quand même de nos lives, notamment sur Rings of Power, mais je pense que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien, Vivien Stoker ou Druss comme pseudonyme. Comme mes compères et compères, je suis co-auteur de cette encyclopédie, mais également du coup de l'encyclopédie du Hobbit ou la grande encyclopédie du Hobbit selon les versions et du monde des Hobbits. Et puis par ailleurs, je participe activement à Tolkien Deal depuis de nombreuses années. Et enfin, Coralie, qui est l'illustratrice. Non, Ah pas non, du tout. pas du tout, je suis Alors, bourré. non, je ne suis pas Oui. illustratrice. J'ai participé à l'écriture, pareil, de ce livre et Ah oui, comme les pardon, autres, Le Monde autrice. des Hobbits et la grande ou l'encyclopédie ou la grande encyclopédie du Hobbit. Mais non, faut pas me faire confiance pour le dessin. Ces livres sont très belles, ont de très belles illustrations et c'est parce que c'est pas moi qui les ai illustrés. Ça marche. Alors, d'abord, on va parler de l'ouvrage, mais déjà, on va revenir en effet de l'ouvrage que vous avez un peu tous coécrit Alors, en commun sur le monde des Hobbits. alors Quel juste, était... si je peux Vas-y, juste prendre la parole 2 vas-y, secondes, Antoine, juste pour citer le dernier auteur, parce vas-y, qu'on est 5 sur 6, qui est Dominique Vigo. Dominique Vigo, qui fait partie de l'association Albakin.net et du coup qui n'est pas là avec nous ce soir, mais Mais qui pense à nous, je pense. et Voilà. qu'on embrasse très fort évidemment, Foradan que vous avez déjà pu voir Foradan sur nos pour lives, sentiment. notamment sur le ranking de la saison 1 de Ring of Power l'année dernière. Déjà la démarche. Pourquoi avoir voulu d'abord par le monde du... Enfin, qu'est-ce qui a motivé le projet déjà d'écrire ensemble sur Tolkien? Qu'est-ce qui vous a rassemblé? Une autre fraternité qu'on connaît bien autour de la Terre du Milieu.
Qui veut prendre la parole là-dessus? Qui veut raconter? Et- Ah, bah, peut-être Euh, si, bah, si- Alors Jean-Rodolphe. J'ai entendu Vas-y, Jean-Rodolphe. Damien. Ok, Ah, Damien. Vas-y, Damien. j'ai dégainé le premier. Ouais, t'as dégainé le premier, mais après, si tu veux bon, laisser la parole à Damien, vas-y, hein. Oh oui, je laisse la parole à non, Damien. historiquement, ce qui nous a rassemblés, c'est une sollicitation éditoriale extérieure, au final, qui n'est pas l'éditeur qui nous a publié, qui était intéressé à ce que l'association Tolkien Deal contribue à un ouvrage qui ait pour thème le, le roman de Bilbo le Hobbit, qui permettent de présenter l'ensemble des personnages, des lieux, etc., sous une forme encyclopédique, parce que c'était l'époque où les films de Peter Jackson étaient en train de sortir. Après pas mal d'évolutions du projet et un changement d'éditeur, l'ouvrage s'est concrétisé en 2013, c'est-à-dire il y a 11 ans maintenant, avec 4 auteurs principaux, mais en réalité une bonne douzaine de contributeurs supplémentaires, dont la plupart faisaient partie de l'association Tolkien Deal, et quelques-uns n'en faisaient pas partie, pas encore partie, pour certains d'entre eux. Donc, notamment Dominique, qu'on connaissait via Elbakin, Coralie, qu'on connaissait par ses contributions sur Tolkien sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Et les choses se sont faites comme ça. Et quand notre éditeur, qui à l'époque s'appelait le Préauclair, a souhaité un deuxième ouvrage parce que l'encyclopédie du Hobbit avait très bien fonctionné, il nous a demandé un petit ouvrage compagnon qui parlerait des Hobbits de manière plus générale. Et c'est là où nous avons décidé de faire appel à Jean Rodolphe, grand spécialiste des Hobbits dans le monde francophone. Il a donc contribué à un livre qui s'appelle Promenade au pays des Hobbits, qui présente la géographie du comté. Et nous nous sommes retrouvés tous les 6. Ce qui fait que lorsque, il y a 2 ans, le même éditeur, mais qui a changé de nom entre-temps pour s'appeler désormais Hors Collection, nous a proposé une réédition, nous avons travaillé ensemble pour remettre à jour notre encyclopédie, qui a changé de nom au passage, puisque maintenant c'est la grande encyclopédie du Hobbit. Le format n'a pas beaucoup changé en réalité. Et elle était déjà pas mal. Et quand les choses ont continué à avancer et qu'on a discuté d'un autre ouvrage, tout naturellement, on s'est tourné vers la période temporelle qui est couverte par la série Amazon, Les Anneaux du Pouvoir, mais cette fois-ci pour parler, enfin, une fois de plus, pour parler de ce que Tolkien avait écrit, pas de ce que les films ou les séries avaient adapté à partir de l'œuvre de Tolkien. Et puisqu'on était tous les 6 à avoir travaillé à la réédition, on s'est retrouvés tous les 6 à travailler sur cet ouvrage-ci. Ok. Alors, justement, en termes de travail ensemble, comment ça marche une encyclopédie? Est-ce que chacun fait des articles dans son coin? Est-ce que vous relisez les uns les autres? Est-ce que vous demandez des avis? Est-ce que c'est un travail collaboratif où chacun en fait apporte sa somme de connaissances sur tel sujet et on dit bah c'est validé de fait. Oula non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors vas-y. Je me permets, Oui, ouais. bien sûr, bien sûr. Alors déjà, peut-être sur la manière dont on travaille, Mmh. parce que c'est, je pense, intéressant à voir. Bon, déjà, on a un gros un gros débat sur quel article on va écrire. Une encyclopédie sur le deuxième âge, même si c'est une période qui est entre guillemets moins développée que peut l'être le troisième âge, le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit peut-être, ça demande quand même de faire des arbitrages sur les articles. Alors de mémoire, on fait ça assez, de façon assez collégiale, mais souvent Damien, de mémoire, avait proposé une liste assez conséquente. On va passer par le sommaire tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on va trier déjà ce qui nous paraît le plus pertinent et quels sont les articles finalement qui vont avoir le plus d'impact. Et ensuite, au niveau de qui écrit quoi, bah, ça va être un petit peu au feeling, tout simplement. On se répartit les tâches en fonction de ce qu'on apprécie comme thème, sachant qu'on essaye aussi d'avoir, en termes de quantité de caractères à écrire, quelque chose qui soit assez égal entre nous, quoi.
en termes de relecture, ça donne quoi Ouais. qui a relu? Bah, Vous êtes relus les coup, uns les autres? effectivement, Vas-y Audrey. chacun écrit ses articles, récupère les sources, et cetera, et puis après on les met à disposition des autres qui vont pouvoir les relire, dès qu'ils sont disponibles, proposer leurs modifications, donc avec un système de commentaires ou de suggestions, de modifications. Et puis s'il y a des points de débat, on va essayer de se voir pour en discuter ou en discuter, par chat ou par mail. Et puis c'est comme ça qu'on essaye d'aboutir au résultat final. À savoir, je voulais rajouter aussi sur l'étape préliminaire de choix des articles, il y a aussi toute une partie où on va organiser aussi le sommaire pour avoir des grands chapitres en fait qui vont réunir par thématique. Et puis on essaye d'éviter aussi la redondance au maximum. Donc parfois on va se dire cet article-là, on va plutôt intégrer ces informations dans tel article plutôt que de lui consacrer un article qui serait trop court ou ce genre de choses, ou qui serait trop redondant parce que ce morceau-là on en parle déjà. Donc on a essayé d'éliminer la redondance, parfois il y en a forcément, hein, il y a des choses qu'on peut pas échapper. Et sinon voilà, au niveau de la relecture, du coup chacun met son petit grain de sel dans la relecture sur tous les articles qu'il peut, avec les connaissances qu'il a. Il y a une relecture à la fois sur le fond, enfin sur les faits et les sources, et puis il y a une relecture de forme sur la formulation, l'orthographe, et puis il y a une relecture d'uniformisation aussi qui va intervenir pour avoir la même nomenclature un peu partout. C'est-à-dire qu'on sait que Tolkien utilise beaucoup de noms différents, et puis on va avoir en plus les noms traduits. Donc il y a une relecture technique comme ça qui se fait pour uniformiser et utiliser le même nom partout. On va éviter de multiplier les différents noms d'un même personnage pour pas perdre le lecteur au maximum, même si des fois on va quand même utiliser des variantes. Mais on essaye de minimiser ces variantes-là. Et puis aussi parce que ça facilite aussi l'indexation après derrière. Un exemple aussi peut-être d'uniformisation outre les noms, c'est les majuscules au nom propre. Par exemple, nain N majuscule ou nain N minuscule en fonction de si on parle du peuple ou si de l'individu. On a eu beaucoup beaucoup de discussions comme ça, notamment sur le monde des Hobbits, je me rappelle. C'est des choses qu'on a essayé au maximum justement d'uniformiser pour que la compréhension elle en soit aussi facilitée. Damien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors je voulais parler un petit peu, parce que là, on a parlé effectivement de la construction du sommaire, on a parlé de la rédaction des articles et de leur relecture. En fait, il y a effectivement la phase de relecture des articles, ensuite il y a la phase de relecture intégrale de l'ensemble du livre qui permet d'identifier aussi les points qui auraient pu être omis. Et généralement, il ne s'agit pas de contenu, mais parfois tout simplement de noms propres. J'ai un exemple en tête, les Montagnes Blanches, dont on n'avait pas pensé à donner le titre, enfin le nom Sindarin, lorsqu'on avait rédigé les différents articles de l'encyclopédie de Númenor et du Deuxième Âge. Et m'apercevant de cela à la relecture d'ensemble, j'ai réintégré le nom des Ered Nimrais dans le premier article qui en faisait mention pour être sûr que le nom Sindarin soit indexé quelque part. Voilà. Et une fois que nous avons terminé notre travail côté texte, l'éditeur prend le relais, à savoir l'éditeur a ses propres relecteurs Oui. qui vont attraper nos coquilles, il en restait malheureusement, et qui eux-mêmes malheureusement aussi peuvent commettre quelques erreurs, ce qui fait quand vient en aval la phase de relecture des épreuves qui nécessite une vérification complète du livre à nouveau. Et en l'occurrence, comme c'est moi qui suis en contact direct avec l'éditeur parmi nous 6, c'est moi qui principalement m'occupe de la phase de relecture des épreuves, avec un petit peu d'aide de mes camarades, mais malheureusement, à chaque fois, ça s'est toujours joué en l'espace de quelques jours, donc ça nécessite énormément de réactivité. On a très peu de temps devant soi quand on arrive à ce stade-là, l'éditeur n'ayant qu'une seule priorité à ce moment-là, c'est de filer l'ouvrage à l'imprimeur Oui. pour qu'il sorte en temps et en heure lors de la rentrée littéraire.
Du coup, question là-dessus, vous avez mis du coup combien de temps en tout à rédiger l'encyclopédie? Dur comme question, ça. Ouais, on s'en souvient plus. Non, c'est facile. On était jeunes. On a commencé, si on prend celle-ci, on a commencé il y a 2 ans, pendant l'été 2022. Donc, Ouais, c'est ça. nous C'est ça. avons commencé par rédiger une poignée d'articles qui ont servi de proof of concept, comme on dirait dans mon métier, qui ont servi de démonstration pour l'éditeur pour qu'il juge de la pertinence de ce nouvel ouvrage. Et en théorie, nous devions continuer avec la rédaction de l'ensemble des articles, avec pour but de terminer l'ensemble de la rédaction des textes en janvier de cette année, donc janvier 2024, ce qui nous aurait laissé 18 mois de temps de rédaction. En réalité, pendant 1 an, la force est de dire qu'on n'a pas fait grand-chose, en tout cas, vraiment pas fait grand-chose, ce qui fait que la quasi-totalité des textes a été rédigée entre le mois de septembre et finalement le mois de février. Parce qu'on s'était heureusement gardé un petit peu de marge. Mhm. On a mangé toute la marge dont on disposait. Ok. Et on a livré le texte complet, relu, révisé à l'éditeur à la mi-avril de cette année. Du coup, Peut-être pour donner une idée vas-y. sur le temps qu'il nous a fallu, comparé au nombre de caractères, hein, la taille du volume. Bon, en termes de pages, on est à, je sais pas combien, 343 pages, 344 pages, un truc comme ça. En termes de caractères, on est à 461 000 caractères écrits. Voilà, donc il a fallu bûcher de façon assez forcenée sur ces quelques mois là, même si on avait déjà débroussaillé effectivement, hein. Je viens de regarder le fichier de travail sur lequel on regroupait en fait nos avancements. On avait commencé le fichier en décembre effectivement 2022 et le gros du travail, ça a commencé peut-être un peu plus tôt que septembre quand même pour certains, mais c'est vrai que voilà, on a donné sur cette courte période. Après, on parle de la rédaction. Ça Ouais. signifie aussi que les recherches d'informations, elles, avaient été faites en amont. Parce que justement, c'était ça Pour les ma question, c'était qu'il y a eu des sorties qui concernaient le secondage à ce moment-là, notamment Numénor avec la sortie de Fall of Numénor. Est-ce que ça, en termes de corpus de texte, de sources, vous avez décidé quand même de restreindre à ce qui était, on va pas dire canon pour Tolkien parce que c'est un peu complexe, on va dire en tout cas ce qui était établi, ou aussi d'élargir aux autres versions qui avaient été potentiellement publiées par Christopher dans d'autres textes, ou des redites, ou des revues, etc. Où c'était une version un peu définie, où le but c'était vraiment d'essayer de fixer le plus la version définitive d'un terme, d'un lieu géographique, ou d'un moment historique, ou de la faune ou de la flore dans l'encyclopédie. Donc est-ce qu'il y a eu élargissement, ou au contraire il y a dû avoir rétrécissement entre vous sur ça? Coralie peut-être on Alors, t'a il y a pas 2 questions. Alors Coralie peut-être on l'a pas entendu. T'as une idée? Pour moi, il y a plusieurs questions en une, parce que sur le deuxième âge, c'est pas comme si on avait un seul texte défini. Et du coup, il n'y a pas vraiment eu de choix. C'était plus facile sur l'encyclopédie du Hobbit, où c'était clair, on partait du livre Le Hobbit. Mais là, sur le deuxième âge, dès le début, il était clair qu'on allait devoir faire une liste des textes de Tolkien qui parlent du deuxième âge. Et je pense pas qu'on se soit rétréci de ce point de vue-là, parce que je sais que personnellement, j'ai cité la pochette qu'il avait rédigée lors de la sortie du vinyle de Donald Swann, où il y a des mentions qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans l'œuvre de Tolkien, et qui n'est pas exactement un texte de Tolkien très connu. Donc dans ce sens-là, non, on ne s'est pas du tout restreint. Après, oui, il y a eu des ouvrages récents qui sont sortis. Moi, je pense à Nature of Middle-earth, et nous l'avons aussi utilisé. Et je pense que Damien avait d'autres choses à dire. Ouais.
Alors, ça tombait bien parce que j'allais dire qu'il y avait plusieurs questions en une seule. La première, c'est que tu as mentionné The Fall of Numenor. Il y a absolument aucune information nouvelle dans The Fall of Ok. Numenor. C'est juste une compilation de ce que Christopher Tolkien avait déjà publié précédemment. Donc, ce livre-là, c'est difficile de dire si on en a tenu compte ou pas, parce qu'on en a tenu compte dans le sens où on a tenu compte de tout ce qu'il contenait, mais le livre en question, je n'ai pas honte de dire que je ne l'ai jamais lu, parce qu'il ne m'apportera pas grand-chose de neuf. En revanche, oui, nous avons utilisé tous les textes à notre disposition. Notre idée phare a été d'essayer de présenter d'abord la dernière version, entre guillemets, la version canonique de ce que Tolkien a imaginé, en sachant bien que si Tolkien avait vécu 10 ans de plus, il l'aurait certainement revu à nouveau. Hein, il ne faut pas se mentir. Une version définitive, tant que ce n'était pas publié, c'était toujours susceptible d'être changé chez lui. Et nous avons aussi essayé de garder un petit peu la trace de l'évolution de certains personnages ou de certains événements dans la fin des notices que nous avons faites. Je pense par exemple au personnage d'Elendil ou les antécédents d'Elendil, c'est-à-dire les personnages qui portaient pas forcément ce nom-là, mais qui remplissaient plus ou moins ce rôle-là, ont été brièvement présentés à la fin de son article, de manière à ce que le lecteur comprenne par quel processus d'évolution littéraire Tolkien était passé avant d'arriver au personnage qu'on connaît au travers du Seigneur des Anneaux. Et Coralie a mentionné la section sur les textes, nous avons tout simplement présenté l'ensemble des textes, ou la quasi-totalité des textes que Tolkien a consacrés d'une manière ou d'une autre à ce thème-là, certains ayant été écrits dans les années 30 et représentant donc une version complètement différente de l'histoire que la plupart des gens connaissent. Ok. Vas-y, Vivien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste, alors je sais pas si on le voit, on va le voir dans le sommaire si à l'image, il apparaît. Justement, j'allais y arriver. Mais justement, ces textes en question là qu'on évoque, le fait qu'on est allé chercher des sources, à droite à gauche, et qu'on n'a finalement pas fait de «tri» entre guillemets, enfin on a fait du tri, mais qu'on n'a pas on n'a pas mis de côté, un texte plutôt qu'un autre, ça m'amène aussi à mentionner qu'on a, pris le parti de faire des articles sur ces textes. C'est pour ça que je posais la question du sommaire. Je ne sais pas si on va le voir sur Alors, l'image. on voit pas très bien, malheureusement. Ouais. C'est l'image un peu petite, mais je vais vous faire un Toujours est-il que voilà, sur ce livre-là, à la différence des 2 précédents, il y a un chapitre qui est dédié au texte source, ce qui nous a permis en fait de présenter probablement à beaucoup de gens, des ouvrages, tels que Nature of Middle-earth, ou en tout cas les textes, présents dans Nature of Middle-earth, qui ne sont pas finalement, connus par le plus grand nombre aujourd'hui. Donc on a une multitude d'articles, textes là-dessus. Alors peut-être des sujets qui sont plus connus que Nature of Middle-earth, qui sont aussi abordés là-dedans. Je sais plus où est le sommaire dans mon bouquin que j'ai à côté de moi, donc mais voilà, on a ces entrées qui sont un petit peu spéciales, et qui sont, un petit peu différentes par rapport, à l'édition, de l'encyclopédie du Hobbit, par exemple. Par exemple, on a une notice sur la route perdue. La route perdue, c'est le premier récit de la chute de Númenor que Tolkien a écrit à peu près vers 1937. C'est le roman de voyage temporel qu'il était censé écrire pendant que son ami C.S. Lewis, lui, devait écrire un roman de voyage spatial. Alors, le livre de Lewis est paru, hein, c'est la trilogie cosmique au final, il y a eu 3 romans. Le livre de Tolkien n'est jamais paru de son vivant, et finalement c'est son fils Christopher Tolkien qui a exhumé ces textes, les a présentés dans l'état où Tolkien les a laissés, et qui était évidemment, ça représente une version de l'histoire de la chute de Númenor qui est assez différente de celle qu'on connaît via Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Voilà. Pour donner un exemple, Elendil est déjà nommé comme ça. En revanche, il n'a qu'un seul fils qui s'appelle Herendil.
et leur relation entre Elendil et son fils unique est assez différente de celle qui semble être le cas entre Elendil et ses deux fils, Isildur et Anarion, dans ce qu'on en sait via le Seigneur des Anneaux. Justement, on va parler un peu plus du sommaire. Hein. Donc là, vous avez un personnage, peuple, société numénorienne. Justement, je voulais revenir un peu sur ce titre de Numénor et le deuxième âge. Certes, Numénor, c'est un peu quand même le deuxième âge. Hein. C'est un des points les plus majeurs. Pourquoi justement pourquoi pas dire encyclopédie du deuxième âge et un point sur Numénor, et pourquoi mettre spécifiquement Numénor en valeur dans ce volume-là? Parce que mettre en titre, c'est quand même pas rien. Jean-Rodolphe, peut-être on t'a pas entendu du tout là, tu te caches. Oui, justement, je voulais intervenir. Vas-y. Non, effectivement, Numénor, c'est la civilisation phare du deuxième âge, donc ça paraissait être une évidence que ça apparaisse au moins dans le titre, si ce n'est de façon majoritaire dans l'ensemble du livre. Donc c'est le cas, on parle beaucoup de Numénor dans le livre et c'est normal. On ne parle pas que de Numénor, hein, on parle aussi de ce qui s'est passé en Terre du Milieu, on parle de la vie des elfes en Eregion, on parle de Galadriel, on parle de Tal Elmar sur les côtes sud du Gondor. Enfin, ouais, on essaie d'avoir une vue très très large du deuxième âge. On a presque essayé de chercher l'exhaustivité, même si c'est pas possible dans le monde de Tolkien. Mais en tout cas, Numénor, forcément, sort du lot. Et c'est un peu le phare de ce livre. C'était une évidence que ça apparaisse sur le titre, de mon point de vue. Justement, en plus, vous avez une notice sur les Druedain, les elfes, les fidèles, les hommes de l'obscurité, les hommes du crépuscule. Donc avoir séparé, par exemple. Vas-y. Qui tous, d'une façon ou d'une autre, ont eu au deuxième âge un contact avec Numénor. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi. Et justement. À un moment ou à un autre de leur histoire. Justement, entre les Druedain, les hommes, les fidèles, les hommes de l'obscurité, etc. Ce qu'on va appeler les Numénoréens noirs, l'homme de l'obscurité, homme du crépuscule, Numénoréens. Est-ce que du coup, ça valait, c'était, le fait de les séparer en plusieurs branches, c'était forcément volontaire en termes d'articles, ou on pouvait tous les réunir sous le terme d'homme, enfin divisé entre Numénoréens et ce qu'il appelle homme moindre dans les versions du Seigneur des Anneaux, ou est-ce que c'était vraiment des termes spécifiques qui apparaissaient dans... Non, ce sont des termes spécifiques. En fait, on n'a rien inventé. Hein. Oui. On a vraiment utilisé les termes, en tout cas, les traductions des termes utilisés par Tolkien lui-même. Mais c'était important de faire la distinction sur tous ces articles parce que tous ces peuples-là n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même temporalité. Le deuxième âge, c'est une époque qui dure un peu plus de 3000 ans. Donc il s'est passé beaucoup de choses en 3000 ans. Et il y a eu dans l'histoire de la Terre du Milieu à cette époque-là une succession d'événements décrits par Tolkien ou décrits succinctement par Tolkien, mais qui méritent chacun d'avoir leur éclairage pour que justement on puisse avoir la vision la plus claire possible de cette époque obscure. Alors, justement, je pense qu'il y a une petite confusion, je suis désolé, mais homme de l'obscurité, ça ne désigne pas les Núménoréens noirs, ça désigne qui ont adoré Sauron au deuxième âge en Terre du Milieu. Okay. Tout à fait. Hommes avec qui les Núménoréens noirs, ultérieurement, auront évidemment des alliances. Si je peux intervenir sur le sujet de comment les arbitrages ont été faits, il y a quelque chose que Jean-Rodolphe a mentionné un petit peu en passant, mais qui me semble quand même important de revenir sur ce sujet, c'est l'exhaustivité. Et également, ce qui sous-tend ça, c'est aussi de ne pas trahir Tolkien dans ce qu'on va écrire. Ça a aussi un rapport avec le fait qu'on ait mis les textes justement sur lesquels on se base dans un chapitre spécifique, c'est de pouvoir de permettre en fait aux lecteurs d'aller rechercher par eux-mêmes, eh bien, si l'information qu'on va leur donner dans l'article Homme de l'obscurité, puisqu'on parlait de ça, il est véridique et qu'on ne l'a pas inventé. Donc il y a aussi une manière pour nous
dans le cadre évidemment du nombre de caractères qu'on nous a Imparti. alloué, d'être exhaustif et d'être, le plus précis possible et le plus juste possible par rapport au roman en fait et au manuscrit qui existe par ailleurs. Bah, justement, hem, comment est-ce qu'on peut se servir de l'encyclopédie imaginons, hein, quelqu'un qui découvre ou redécouvre, l'œuvre de Tolkien, ou de Tolkien, comment on se sert de l'encyclopédie on s'en sert comme un compagnon de lecture? Est-ce qu'on s'en sert comme, plutôt, un truc qu'il faut lire avant ou après une première lecture du coup? Est-ce qu'il faut le lire, en même temps, que pendant la lecture? Est-ce que c'est mieux de le lire avant le monde du Hobbit? Que c'est mieux de le lire, avant l'encyclopédie, sur les Hobbits? Quand est-ce que ça se place? C'est dur comme question ça. Ouais, bah, ça c'est votre avis qui compte, Heu, hein. Je pense que ça se lit complètement indépendamment des Mmh. précédentes parce que ça dépend par quel angle on décide d'aborder l'œuvre de Tolkien. Et l'encyclopédie du Hobbit est très clairement un compagnon du roman, Le Hobbit. Et on peut lire le roman Le Hobbit et n'avoir finalement que très peu de contact avec le deuxième âge et Núménor et ne pas être intéressé par le deuxième âge et Núménor. Ça dépend vraiment de quel angle on approche l'œuvre de Tolkien. Personnellement, je pense que les textes du deuxième âge sont tellement éparpillés il est possible d'avoir lu les contes et légendes inachevés, mais de n'avoir jamais voulu lire tous les tomes de l'histoire de la Terre du Milieu, ou même d'avoir juste lu les appendices du Seigneur des Anneaux et de ne pas vouloir, par exemple, se plonger dans l'ensemble des autres textes. Et dans ce cas-là, aller chercher plus d'informations pour avoir la synthèse dans notre livre. Ou justement d'avoir déjà une connaissance approfondie des différents textes et de vouloir une version synthétique. Mais comparé à nos propres précédents ouvrages, pour moi, les lectures sont Différentes. complètement séparées, différentes parce que avec les 3 ouvrages qu'on a eus, les 3 angles sont vraiment différents, donc peuvent être abordés à des points très différents. Je ne sais pas ce qu'en pensent Oui, mes oui. co-auteurs. C'est vrai que la démarche finalement de la réflexion derrière chaque ouvrage est un peu différente. Le premier vraiment concerne oui, l'œuvre du Hobbit, donc il accompagne, c'est vraiment plus un compagnon du Hobbit et pas forcément du Seigneur des Anneaux. Donc je pense qu'il est bien soit pendant la lecture du Hobbit, soit après la lecture du Hobbit, sans avoir lu forcément le Seigneur des Anneaux. Le monde des Hobbits s'adresse plutôt à ceux qui ont envie d'en savoir plus sur les Hobbits, donc il n'y a pas forcément un besoin d'avoir lu les textes, je pense, pour l'utiliser. Mais j'imagine que ça doit être un peu plus sympa quand on a lu Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Sur celle-ci, sur l'encyclopédie de la Terre du Milieu, Núménor et le deuxième âge, j'aurais tendance à dire que il est abordable enfin, je pense qu'il s'adresse plus à ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux et qui n'arrivent pas forcément à aller vers les autres textes. Mais qui ont envie d'en savoir plus, qui ont déjà potentiellement dévoré les appendices, qui sont relativement accessibles. Et puis, du coup, je pense pas qu'il faille qu'ils le lisent avant Le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça va plutôt les perdre parce que c'est quand même des sujets hyper précis et pas dans la même temporalité. Mais par contre, du coup, ça va leur permettre d'aller plus loin que Le Seigneur des Anneaux. Voilà, Donc plutôt j'aurais tendance à dire entre le Seigneur des soit Anneaux et le Silmarillion, en réalité. je pense, ouais. Après, ça peut potentiellement se lire aussi après le Silmarillion, après les Contes et légendes inachevées, ou en Mmh. parallèle. Ouais, je vois ça comme en parallèle aussi, ouais. Ouais, je pense qu'en parallèle, ça peut être pas mal avec le Silmarillion et les Contes et légendes inachevées. Mais je pense qu'il s'inscrit bien à partir du moment où on a lu Le Seigneur des Anneaux. Je Et les pense que si on appendices. l'aborde qu'avec Mmh. que le Hobbit, on risque d'avoir du mal à se situer dans la temporalité. Alors juste une Voilà, je sais dernière pas ce qu'en pensent les autres. question Alors, avant. Il y a celle d'Irvine aussi, mais ça c'est peut-être après. Bah finis Damien, après je je, poserai celle d'Irvine.
Oui, il y a un cas de figure qui n'a pas été évoqué, mais qui, à mon avis, est aussi une des meilleures raisons possibles de lire ce livre. C'est aussi un livre qui s'adresse à ceux qui ont vu la série Amazon des Anneaux du Pouvoir et qui veulent savoir ce que Tolkien a réellement écrit à propos de Galadriel, qui, malheureusement, est censée être mariée à l'époque Elle est mariée et qui dans, change un petit dans peu. Ring of Power. Oui, Ou- sauf qu'elle n'a pas perdu son mari chez Non, Tolkien. non. Qu'elle est bornée, encore vivant. Je suis en train de Voilà. découvrir des Bon, choses. Je confesse n'avoir jamais vu la série Amazon. Et, Tu vas avoir... vraiment, je suis assez curieuse de ce qui se En passe. tant qu'encyclopédiste, tu vas avoir mal, je te le dis. Mais Mais... non, mais après, si les déjà gens là, veulent découvrir, le dialogue en 3 phrases m'a fait dire que je n'étais probablement pas le public cible. Non. bah, si, par exemple des gens sont curieux d'apprendre que Celebrimbor est mort depuis un bon millier d'années quand Ar-Pharazôn est né, bah, regarder notre encyclopédie peut être une bonne idée parce que la série Amazon va donner une temporalité, disons, légèrement compressée de ce que Tolkien a écrit. Justement, alors, là je voyais sur le sommaire, c'est qu'il y avait des personnages justement qui étaient accolés au lieu de faire des articles séparés. Je pense notamment à Elendil et Elendil et ses enfants, à Galadriel et Celeborn. Pourquoi cela? C'était à cause du nombre de signes ou c'était parce que c'était peut-être plus pertinent de les mettre ensemble? Oui, c'était pour éviter les redites. C'est Ouais, parce Il y a- que il y a- Galadriel et Celeborn, ils passent leur vie ensemble. Donc là, on aurait Voilà. franchement dit exactement la même chose pour les Ouais. uns et pour les autres. Pour c'est les deux. ça, c'est essentiellement, comme mes co-auteurs l'ont dit, c'est à cette époque, au deuxième âge, que les personnages qu'on a regroupés, ce sont les mêmes textes qui en parlent et on ne pouvait pas faire des articles séparés sans avoir une grande partie de redite d'un article sur l'autre. Donc oui, j'allais dire techniquement c'est une question de signes parce que si on était sur internet avec un nombre de signes impossible, Infini. non limité, on pourrait avoir 80% de l'article en commun, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir Ouais. 80% de l'article Dans un en bouquin, non. commun sur un ouvrage papier. Aldarion Ou et Erendis aussi, inversement. c'est un exemple Ouais. typique. Hein. Voilà, ils sont indissociables l'un de l'autre et très très compliqué de faire deux articles séparés. En revanche, on a la possibilité de faire un article sur les personnages Aldarion et Erendis et un autre article sur le texte Aldarion et Et Erendis Erendis. et dire des choses assez différentes. Qui ravira un certain un des membres de l'association qui est très très fan du texte de Aldarion et Erendis et du couple Aldarion et Erendis. Vivien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, mais juste à l'inverse, il y a des articles où on n'aurait pas pu écrire un article complet sur. Alors, je sais pas, par exemple, il y a beaucoup d'arbres à Numénor qui sont mentionnés par Tolkien dans divers textes. Bon, bah là, on va pas faire un article pour chaque exemple d'arbre qui est mentionné. Donc, on met tout dans un seul article. Arbre. Et là, on a un article beaucoup plus conséquent. Parce que c'est pareil, on a le format de nos encyclopédies, hein, que ce soit l'encyclopédie du Hobbit ou celle-ci, c'est des articles qui sont plutôt développés. J'ai pas une grande connaissance d'autres encyclopédies, mais celles que je connais, par exemple le Tyler ou le Foster, donc alors j'ai pas les noms en tête, mais qui sont des encyclopédies anglo-saxonnes. En général, c'est 2-3 lignes par article, pas plus. Nous, on fait Robert Foster, plutôt. c'est des articles très très Pardon? courts. Ouais. Robert Foster, c'est des articles très très courts. Voilà. Nous, à l'inverse, nos articles sont plutôt longs. C'est 2-3 pages plutôt que 2-3 lignes. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des articles conséquents et Il y a moins pas. d'entrées du coup. Là où le Foster va Mais il y a mieux moins se concentrer. d'entrées, fatalement. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup Alors, moins d'entrées, mais du coup, Les articles sont plus complets. si quelqu'un cherche une information sur un nom de personnage ou d'objet ou quelque chose qu'il a entendu, à ce moment-là, c'est vers l'index qu'il faudra se tourner Mhm. pour pouvoir voir justement dans quel article on en parle. Si jamais ça apparaît pas sur le sommaire, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas du tout, ça veut juste dire que c'est intégré dans d'autres articles. Donc ça peut être un petit peu perturbant parce qu'effectivement, il faut se rendre à la fin de l'ouvrage pour aller voir l'index et voir dedans. C'est de la recherche encyclopédique. C'est le principe de la recherche encyclopédique, ça, de toute façon. Donc, Oui. Exactement. alors, une petite question de notre fan de cartes, Jean Zervin. Donc, il n'a pas encore l'ouvrage, mais il avait des questions concernant l'iconographie. En effet, la relation avec vos
les illustratrices se posent. À commencer par les cartes. Évidemment, quand il revenu dans la question, il faut parler des cartes. J'imagine qu'il doit y avoir au moins une jolie carte de Numénor, et je suis content de savoir comment elle a été tracée. Je suis curieux de savoir comment elle a été tracée. Quel était votre cahier des charges en tant qu'auteur, et quel était le cahier des charges de l'éditeur? Déjà, est-ce qu'il y avait un cahier des charges? Oui. Comment était-il, Damien? Alors, Vas-y, dis-moi en plus. alors là, c'est une question complexe et je pense qu'il faut soigneusement séparer l'iconographie, on va dire, classique, Ah, ça va lui plaire, ça. représentation des Merci à Audrey. sujets, et la question de la carte qui est un vrai cas particulier. Regarde-moi toutes ces cartes là, c'est Ce beau sont, sur le live. alors, il n'y en a qu'une de carte, et en réalité, ça n'est pas une carte en tant que telle, c'est la représentation d'une cabine de navire. On est parti de l'idée, en gros, du navire d'Elendil, dans lequel on va retrouver un certain nombre de cartes marines qui s'avèrent, pour l'une d'entre elles, représenter les côtes de Númenor, et pour l'autre, moins facilement visible sur l'illustration, la position de Númenor par rapport à la Terre du Milieu. Le cahier des charges impliquait que nous ne dupliquions pas les cartes de Tolkien d'aucune façon, de manière à ce que nous ne puissions pas être accusés de plagiat, puisque il n'y avait pas d'accord entre le Tolkien Estate et notre éditeur, ni pour reproduire les cartes dessinées par Tolkien, ni pour les adapter. Ça voudrait dire au moins soit toutes les redessiner à la main, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et alors, en réalité, l'éditeur nous a demandé d'aller plus loin que ça, puisque pour l'encyclopédie du Hobbit, l'un des illustrateurs avait redessiné entièrement la carte de Frore, ce qui était passé à peu près inaperçu lors de la publication de l'édition française, mais lorsque une traduction anglaise a été envisagée, il y a 2 ans, le Tolkien Estate a explicitement exigé que cette illustration de la carte de Frore soit exclue de l'ouvrage au motif qu'elle était trop manifestement une œuvre dérivée de l'illustration de Tolkien. Oui, en termes de droit, forcément, ça pose souci. On était certainement dans la zone grise et l'éditeur anglais n'a pas voulu prendre le risque avec le Tolkien Estate, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Donc, le cahier des charges, cette fois-ci, était plus spécifique encore. C'était vraiment de faire une illustration dans laquelle on pouvait reconnaître des cartes qui étaient à peu près lisibles, mais néanmoins, vraiment faire en sorte que ce soit une illustration représentant l'usage de cartes et non pas une carte qui aurait fatalement été un peu trop proche de ce que Tolkien avait dessiné. Alors, question de Autant Kélébriane sur la question de la catégorisation. Parce qu'elle dit que ça doit être quand même difficile de faire des choix de personnages auxquels consacrer un article entier. Elle pense aux Numénoréens, notamment aux 2 souverains que vous avez choisis, donc Aldarion et Ar-Pharazôn. Ou Encalimé, pardon, c'était Encalimé qu'elle avait mentionné, Encalimé et Pharazôn, alors que d'autres doivent être laissés dans la catégorie Roi et Reine de Numénor. Alors du coup, pourquoi ces 2 choix-là? Pourquoi pas avoir mis, par exemple, Tar-Palantir ou C'est Tarménel-Dur? plus par Bah, rapport à la quantité Ouais, d'informations, en fait, tout simplement. C'est à partir du moment où on avait suffisamment à écrire, on les a sortis, mais si ça dépasse, si on n'arrivait pas à produire un article qui fasse au moins 3 à 5 000 signes environ, ça valait pas la peine en fait. Ça représente trop peu pour que ce soit sorti. Après, l'article Roi et Reine de Numénor est assez touffu et du coup aborde, mais vraiment, même en recherchant toutes les informations sur Tar-Palantir, finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc, comme on n'est pas là pour inventer, on n'est pas là pour broder. Du coup, On n'est pas David Day. Du coup, voilà. tout le monde a la même Je case. je l'ai pensé très fort. Ok, Alors, vas-y. il y a aussi des personnages pour lesquels on aurait pu dire suffisamment de choses, mais qui auraient été de parfaites redites de quelque chose qui était mentionné séparément. Je pense par exemple au roi de Númenor, Tar Minastir, Minastir quand il était encore régent,
qui a un rôle assez important dans la guerre entre les elfes et Sauron, mais ça nous aurait conduit à redire toute la partie de l'intervention nouménoréenne pendant cette guerre. Donc finalement, ça aurait été d'un intérêt assez limité. À l'inverse, à l'origine, on avait envisagé d'inclure tout ce qui avait trait à Ankalimé au sein de l'article sur Aldarion et Erendis, qui sont ses parents. Et finalement, on s'est rendu compte que Tolkien avait donné suffisamment d'informations pour qu'elle gagne, entre guillemets, le droit d'avoir son article individuel. Alors justement, la question de Kybrian tombe bien, hein, c'était est-ce qu'il y a des articles que vous avez entamés, puis délaissés à cause de la raison suivante, dire bah finalement il n'y a pas tant que ça d'infos. Oui. J'ai pas souvenir, non. Moi, j'en ai Délaissé, sacrifié non, mais Ah, ouais, on en a mmh. sacrifié. Alors sacrifié sans vraiment être sacrifié, mais je crois que c'est des fusions en fait, C'est des les fusions de fusions. sujets. Alors Oui, Audrey, c'est- vas-y, pensez à Du quoi? coup, dans mon souvenir, j'avais un article, alors si je me trompe pas, oui, c'est ça. J'avais un article sur les ours de Númenor Ah Ouais, oui. je pensais à qui celui-là. avéré être beaucoup trop court, que du coup, il a été intégré à l'article faune de Númenor. Parce que ça faisait vraiment trop peu. Donc, Donc c'est pas vraiment un délaissement, mais c'est une fusion d'articles, quoi. oui, c'est ça. Oui, il Les n'y a informations pas ne sont eu. pas abandonnées, mais l'article n'est plus indexé. Ah, il me semble aussi qu'à un moment donné, on avait envisagé que Isildur et Anarion Oui. aient un article séparé de leur père. Et là, on s'est aperçu que oui, certes, il y avait pas mal de choses à en dire, mais compte tenu du fait qu'ils vont mourir à très peu de distance temporelle les uns des autres, il y aurait eu énormément de redites aussi. Donc, c'était plus intelligent d'avoir un article plus conséquent qui parle des trois en parallèle. Donc, il n'y a pas eu C'était d'abandon des- de sujet, mais il y a eu des réorganisations, des fusions et des scissions aussi, puisque Ankalimé est un exemple. Donc on n'a pas fini avec la même liste d'articles au début, mais il n'y a rien qu'on avait évoqué au début qui a été sacrifié entièrement du livre. D'ailleurs, je vais quelques articles que j'ai choisis, bah, notamment voilà, hein, celui d'Aldarion et d'Erendis. Au niveau des illustrations, justement, c'est l'illustrateur qui a choisi les articles à illustrer, ou vous aviez demandé, ou l'éditeur qui avait fait des vœux, de dire celui-là c'est peut-être le meilleur, il a besoin d'être Alors, illustré. je vais juste pour mentionner, après peut-être Damien, Vas-y. tu pourras expliquer le côté un peu plus fonctionnel de la chose. Juste pour mentionner leurs noms, on a, aujourd'hui dans cette encyclopédie 3 illustrateurs et illustratrices, donc Sandrine Gestin, David Grezet et Amandine Labarre. Ce qu'on voit là à l'image, comme la carte d'ailleurs qu'on a vue tout à l'heure, et pour la grande majorité, des illustrations en couleur, c'est David Grezet, et les noirs et Non, blancs sont Amandine, il me semble, Donc, la carte d'Amandine est- Labarre. la carte, c'est Amandine. Ah, c'est Amandine, pardon. Ah oui, Donc la plupart des illustrations couleurs sont effectivement de David Grezet. Il y a quelques grandes illustrations couleurs de Sandrine Gestin. La plupart des croquis vont être d'Amandine Labarre. Bon, après, c'est pas une règle générale, hein. C'est pas parce qu'on a un croquis que c'est forcément d'Amandine Labarre. Mais voilà, Non, globalement, il y a c'est ça. aussi deux, Un peu, il y a pas aussi de- deux croquis. Il y a aussi deux croquis de Sandrine et une poignée de croquis d'Aldarion, de David Grezet, pardon. Bon. là, par exemple, ça doit être Amandine, ça, si Oui, je ne ça, c'est m'abuse. Amandine. Ça, c'est Amandine. Je regarde, je remets un petit peu mieux. Voilà. Et donc du coup, au terme des choix d'articles, d'illustration, c'est l'éditeur qui a un peu décidé comme il voulait, ou c'est l'éditeur qui a donné des consignes, c'est vous qui avez dit cet article-là sera illustré et c'est non négociable. Carrément. Alors, déjà, il faut savoir que chaque article est illustré. Il n'y a pas d'article non illustré. Ensuite, On voit sur les nains, au- il y a des petits. ouais, exactement. Dans le cas de l'encyclopédie du Hobbit, c'était l'éditeur qui avait géré l'essentiel de la relation avec les illustrateurs. Nous avions découvert les illustrations au fil de l'eau, nous avions pu échanger avec les illustrateurs, qui n'étaient pas entièrement les mêmes. Il y avait déjà Sandrine, mais il n'y avait ni David ni Amandine. Et dans certains cas, l'illustrateur, Xavier Sanchez en l'occurrence, avait réutilisé des illustrations qu'il avait déjà faites, qui n'avaient pas particulièrement de sujet tolkienien.
En revanche, dans le cas de l'encyclopédie de Númenor et du Deuxième Âge, l'éditeur nous a laissé entièrement le soin de gérer la relation avec les illustrateurs. Donc, nous leur avons donné accès à nos textes pour qu'ils aient le maximum d'informations. Ils nous ont posé des questions aussi. Et pour ce qui est de la répartition des illustrations, en fait, j'avais fait une proposition initiale en essayant de répartir sur l'ouvrage les illustrations couleur et les illustrations noir et blanc, et des illustrations grand format et petit format, de telle sorte qu'on ait quelque chose qui soit à la fois relativement régulier et que les illustrations les plus intéressantes viennent tomber sur les sujets qui eux-mêmes étaient les plus intéressants. Ensuite, dans le cas d'Aldarion et Arendis, que tu as montré tout à l'heure, on a... j'avais proposé à l'illustrateur, David, 2 ou 3 idées de scènes potentielles entre Aldarion et Arendis, et parmi ces 2 ou 3 scènes, c'est lui qui a choisi celle-ci. Et ensuite, c'est lui qui a entièrement décidé la façon dont l'illustration était construite. La seule chose qu'il nous a demandé, très spécifiquement, c'était de savoir quelle était la couleur de cheveux de l'un et de l'autre. Et en l'occurrence, on le sait, donc ça, c'était une réponse qui était facile. Ce n'est pas toujours le cas. Il nous a aussi posé la question sur Ar-Pharazôn, et en l'occurrence, Tolkien ne dit absolument nulle part quelle est la couleur de ses cheveux. Voilà. Et sur cette illustration spécifiquement, sur l'illustration d'Aldarion et Erendis, je me souviens également avoir embêté l'illustrateur parce qu'il avait commencé par représenter Aldarion avec une épée. Or, Tolkien dit explicitement que les Núménoréens, même si ils avaient des épées qui étaient des héritages ou qui servaient en gros de cadeaux de prestige dans certaines circonstances, ne portaient jamais une arme en public à Núménor. Ils n'en avaient pas besoin. Donc, je lui ai demandé d'enlever l'épée. Désolé pour lui. Il a accepté. Ça ne ravira pas nos grands fans d'armes blanches médiévales, ou en tout cas médiévalo-fantastiques. C'est pas grave. Donc, on a fait une bonne heure dessus. Est-ce que vous aviez... si le chat a des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'en ai encore 2 qui sont plutôt des questions de finalité. Enfin, j'en ai 3 en fait de questions de finalité. À la lecture d'encyclopédie, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous avez appris sur le Deuxième Âge que vous ne saviez pas au début? Moi, j'ai découvert des ours. Oui, sur les ours, oui, Audrey, du coup. Je ne connaissais pas l'histoire des ours de Númenor, donc je vous invite à la découvrir dans l'article de Faune de Númenor. Ok. Alors, il faut peut-être signaler quand même que Christopher Tolkien a publié dans les Contes et légendes inachevées ce qui s'appelle une description de l'île de Númenor. Or, c'est un texte que son père a écrit, qui est un texte, qui est vraiment un essai sur la faune et la flore de Númenor. Mais quand Christopher l'avait publié, c'était en 81, si je ne m'abuse, il avait été sélectif, c'est-à-dire qu'il n'avait pas publié l'intégralité du texte. Et en l'occurrence, le reste a été publié par Carl Ostetter dans The Nature of Middle-earth, qui est seulement sorti en anglais en 2022, qui n'est pas encore traduit en français. D'où le fait que Audrey ait pu découvrir la partie omise du texte dans laquelle Tolkien parle des ours à Númenor, qui ont d'ailleurs des coutumes assez curieuses qui peuvent rappeler le comportement de Béorn dans les Hobbits, ce qui n'est probablement pas un hasard d'ailleurs. Jean-Rodolphe, peut-être que toi, quelque chose que tu as appris du Deuxième Âge, de Númenor Oui, en fait, j'ai eu en charge un petit article sur Tal el-Mar, et c'était un texte que j'avais vraiment survolé sans vraiment le lire dans les History of Middle-earth. Donc j'ai redécouvert ce texte, et c'était un véritable plaisir d'écrire un article sur Tal el-Mar. Ça m'a donné l'impression de redécouvrir un pan de l'univers de Tolkien. Voilà, bon, c'est quand on étudie et qu'on travaille sur Tolkien, on en apprend quasiment tous les jours. Bon, là, c'était le cas. Et puis, la redécouverte aussi des archives du Notion Club. C'était là, pareil, un texte que j'avais survolé la première fois que j'ai eu un History of Middle-earth entre les mains. Donc, j'ai redécouvert ce roman inachevé de Tolkien grâce à l'article qu'on a fait dans l'encyclopédie. Donc,
voilà, c'est des petits plaisirs comme ça de redécouverte, de découverte. Je suppose que c'est partagé par mes collègues. Justement, Coralie, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as trouvé Euh, pas tellement des découvertes, mais comme le dit Jean-Rodolphe, redécouvrir découverte? des textes qu'on avait déjà lus, qu'on avait déjà mis en parallèle, et puis mais de là de travailler dessus, on prête une attention aux détails qui n'est pas la même que juste à la lecture personnelle. Donc il n'y a rien qui me vient spécifiquement en tête que j'ai l'impression d'avoir découvert dans le livre, mais je sais que pas tellement dans la partie rédaction, mais beaucoup dans la partie recherche. Donc dans les mois avant qu'on se mette à rédiger, je sais que du coup, j'ai relu tous les textes sur le deuxième âge et j'ai fait des ponts entre les textes que je n'avais pas fait mentalement dans les 15 années précédentes où j'avais lu les textes de Tolkien. Bien. Alors moi, ça va plutôt être sur l'île de Númenor, puisque j'ai eu à ma charge d'écrire le gros article sur l'île elle-même. Et c'est à la fois dans la précision géographique qu'a mise Tolkien à décrire l'île. Je me suis beaucoup amusé, je me rappelle, à calculer les surfaces, les distances qui étaient celles de l'île. Et puis il y a aussi un détail qui m'a jamais trop sauté aux yeux à la lecture, mais qui en fait m'est revenu comme un train en pleine face quand j'ai écrit, c'est qu'en fait l'île de Númenor, elle a mis 32 ans avant d'être terminée, après la chute du Beleriand, et donc 32 ans avant d'être habitée par les humains, par les hommes. Et ça, c'était un petit détail voilà, que quand on lit, je pense, dans les appendices, hein, c'est mentionné très clairement hein, par Tolkien dans les appendices du Seigneur des Anneaux, j'ai pas précisé. Mais je pense que c'est pas forcément quelque chose que j'avais consciemment. Voilà. C'est le temps que toutes les maisons des Edain se retrouvent et commencent à se dire on va se mettre ensemble. Et puis que l'île, elle soit créée, végétalisée, remplie d'animaux aussi. En fait, faut voir ça aussi comme une création in situ de l'île et que voilà, elle prend pas vie toute seule. Il faut du temps avant qu'elle soit vivable, habitable. Voilà. Bon, c'était un petit détail qui m'avait amusé à ce moment-là. Il y a probablement d'autres choses, mais comme on a commencé il y a 2 ans. Ouais, ça commence à dater un petit peu. Ouais, je me souviens pas forcément. Et Damien, est-ce que tu as quelque chose que tu as revu, redécouvert, réappris durant ce travail encyclopédique? Découvert au sens strict, non. Par contre, je me souviens très bien de la lecture de Nature of Middle-earth, quand il était sorti, où là, nous avions réellement découvert des choses, en particulier l'altitude du Menel Tarma, qui était bien moindre que celle que beaucoup s'imaginaient. On voyait tout de suite la montagne très haute, très majestueuse. En fait, c'est assez plat. Hein. C'est même limite moins montagneux que la Grande-Bretagne. Ah ouais. Ce qui donne vraiment une dimension un peu différente à la géographie de l'île. Et en revanche, on a aussi Plutôt comme un découvert grand qu'elle avait plateau, vraiment... comme l'Ayers Rock en Australie Oui, par exemple. non, parce que c'est plus haut au sommet que sur les bords, mais effectivement, c'est beaucoup plus plat que ce qu'on imaginait. Et aussi, l'île a vraiment un climat purement méditerranéen. C'est très clair. Tolkien parle même d'olivier et de laurier, vraiment des arbres qu'on ne voit mentionner que dans le sud, enfin que qu'en Ithilien, dans Le Seigneur des Anneaux. Maintenant, en ce qui concerne la redécouverte, oui, typiquement, les différentes versions de The Drowning of Anadune, la version entre guillemets rédigée par les hommes de la chute de Númenor, parce que c'est des choses que j'ai parcourues il y avait très longtemps et j'avais gardé assez bien certains détails en tête, mais je n'avais plus du tout le souvenir des évolutions et des changements que Tolkien avait fait d'une version à l'autre. Et le fait de vouloir rédiger un texte dessus m'a poussé à me pencher très précisément sur les différents éléments que Tolkien avait révisés version après version, jusqu'à aboutir finalement à un texte assez différent qui est... La frise.
Ah, on a perdu Damien. On a perdu. Je me suis Ah mis le non. micro, Damien. On a perdu Damien. Ouh là là. Damien a disparu. Ouais. Bon, le temps qu'il revienne. Déconnexion totale. Ouais, là, il a disparu. Franchement, c'est trop bizarre. Excusez-nous de ce contretemps. Pourtant, il est toujours là. Mais bon, on verra s'il revient. Alors, on Ce qu'on peut dire va. aussi, Vas-y. si tu me permets, c'est que ce qui était intéressant de redécouvrir aussi, c'était une autre façon de travailler. Pour avoir travaillé sur le monde des Hobbits, mais aussi sur le dictionnaire Tolkien, on a à chaque fois des façons différentes de travailler. Et là, on était en petit groupe, on était 6. Donc, on a pu se concerter assez régulièrement. On s'est fait des chats à période assez régulière. Donc, c'était vraiment très agréable de travailler comme ça. Non pas que c'était pas agréable de travailler sur les autres sujets, sur les autres livres de Tolkien, par exemple, c'était quasiment intégralement coordonné par Vincent Ferré, à qui on peut rendre hommage ce soir aussi, puisqu'en plus, on lui dédie notre livre. Mais c'est pas la même façon de travailler. Voilà, on est un peu dans un travail solitaire, et Vincent coordonne. Là, on a vraiment travaillé ensemble. Et on a aussi fait acte de solidarité à la fin, quand on était tous un peu dans le rush pour les derniers articles. On s'est entraidés, et ça, c'était vraiment très sympa. Je vois qu'on pose la question dans le chat de si on a proposé aux illustrateurs. Alors non, malheureusement, on n'a pas proposé parce que, alors tout simplement pour des raisons de quantité de place dans le Un autre jour peut-être, si ça. Que là, on est déjà 6 auteurs, on est que 5 présents, mais 5 sur 6, ça faisait beaucoup. Mais pourquoi pas, ouais, faire un deuxième live, partie de live avec les illustrateurs, hein, et illustratrices. Donc, il y avait aussi une autre question sur Numénor. Du coup, est-ce qu'il y avait moyen d'écrire un article, ou en tout cas des entrées sur sa civilisation, son mode de fonctionnement, l'organisation, l'architecture? Alors, si je puis me permettre, Vas-y. en fait, c'est écrire un. Bah, en fait, c'est parce que j'ai en partie écrit, donc, comme je le disais, l'article plutôt géographique, mais moi, j'ai essayé justement dans cet article d'aborder, par exemple, l'économie. Il y a eu plusieurs articles, 4 articles sur la société numénoréenne, donc ce fameux chapitre 3. Mais écrire un gros article sur la civilisation numénoréenne en tant que telle, soit ça aurait été un article immense, 10 000 signes, ce qu'on ne souhaitait pas faire, soit c'était de prendre le choix de ce qu'on a fait là, de pouvoir en fait découper en parties, en sous-parties, et d'avoir des infos qui finalement se retrouvent à droite, à gauche. Alors c'est peut-être pas aussi simple que ça pour le lecteur de retrouver les infos, mais en tout cas en tant qu'auteur, je pense que c'était nécessaire de faire comme ça plusieurs petits articles plutôt qu'un article drastique comme l'est finalement Numénor. Le côté géographique, moi j'ai eu un petit peu de mal par exemple à rédiger cet article, parce qu'il fallait ordonner tout ce que Tolkien en dit sans forcément comment dire? Comment? Sans paraphraser. Oui, sans paraphraser, ouais, exactement, c'est ça. Sans redire exactement ce qu'il lui le disait et de la manière dont lui le disait. Donc c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas un article une civilisation numénoréenne, mais on a fait le tour en fait en termes d'information. Je pense que par exemple, si on parle d'architecture, on va trouver à la fois des infos dans les inspirations, dans l'article sur Roména, sur Númenor, sur Andúnier, sur Arménélos. Bref, hein, il faut là pour le coup un travail du lecteur pour aller chercher l'info à droite à gauche. Aussi, là, on va pas tarder à approcher à la fin. Quel est l'article sur lequel vous avez pris le plus de plaisir à travailler? Oula. Ça, c'est complexe, ou le déplaisir. L'article qui vous a le plus cassé les pieds à alors, finir. si moi je veux bien commencer, mais par l'article du coup qui m'a pris le plus de temps et sur lequel j'ai beaucoup buté, c'est le chapitre, l'article Antiquité dans les inspirations. Pour la bonne raison que c'est la 12 millième fois que j'écris le même article sous une forme différente. Voilà, donc
j'ai écrit un article là-dessus dans l'Archéloome 3, j'ai écrit un article là-dessus sur Tolkien et les sciences, j'ai écrit un article là-dessus, je ne sais plus où. Enfin, voilà. Et là, c'est vrai que sur ce point-là, je m'étais dit, je connais le sujet, je vais donc me lancer dans cet article-là, et puis comme ça permet d'aller facilement écrire un article. Et en fait, pas du tout. Réécrire 4 fois les mêmes sujets sur les mêmes sujets, même à plusieurs années d'intervalle, en fait, au bout d'un moment, on ne sait plus comment tourner le sujet, enfin, voilà, comment tourner le texte, comment ne pas se paraphraser soi-même. Donc ça a été un petit peu compliqué. Une Et, plaie, tu peux et le par dire. Comment? Tu peux dire que c'était une plaie. Enfin, Ouais, voilà, c'était une plaie. Par contre, il y a des sujets que j'ai trouvé, alors pas forcément faciles à écrire, mais super intéressantes. Par exemple, l'article des illustrations numénoréennes qui est dans le chapitre texte, alors c'est pas des textes, mais voilà, qui m'a beaucoup plu parce que c'était vraiment là pour le coup approcher un sujet qui est l'iconographie par Tolkien, comment lui représentait dans sa tête justement la civilisation numénoréenne avec en l'occurrence une description des tapis, une description d'un carreau de faïence numénoréenne. Et pareil d'un casque numénoréen, donc tout ça dessiné par lui entre guillemets dessiné parce que des fois c'est même des gribouillages. Ça m'a beaucoup plu pour le coup, c'était assez intéressant à faire. Jean-Rodolphe? Moi, c'est celui qui m'a vraiment bien plu, c'est celui sur l'Atlantide. Simplement parce que, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été intéressé par l'Atlantide. Je crois que même un de mes tout premiers bouquins sérieux quand j'étais enfant, c'était un livre sur l'Atlantide. Un livre sérieux, bien sûr. Hein. C'est le livre du commandant Cousteau. C'est pas... Et Illustré c'est de grande valeur. ouais, non, donc ça m'a toujours passionné. Et du coup, j'ai hérité de l'article Atlantide dans l'encyclopédie. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. J'espère que ça se ressentira à la lecture. Et puis un autre article qui m'a bien plu aussi, c'est Christ, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Christ, donc c'est un texte médiéval qui a inspiré Tolkien. Euh, Même Tolkien pensait que Christ avait été écrit par un poète qui s'appelait Cunewulf. Et ben c'est pas si évident que ça. Mais je vous laisse découvrir l'article. Ouais. Voilà. Alors, je suis plus sûre de mes souvenirs, mais je pense m'être bien amusée sur les rois et reines de Númenor. Et probablement sur la faune. Ah, notamment Et les ours, hein, on revient dessus, hein, évidemment. Bah ouais. Ouais, ça t'a bien plu les ours. Hein. Ouais. On va me mettre une étiquette, là, c'est foutu. Je suis... Aficionados des ours de En Numénor. plus, vous pouvez découvrir le début de l'article sur l'un des visuels qui est disponible dans la fiche bibliographique de Tolkien Deal, si vous voulez. L'éditeur a mis l'aperçu, tu dois l'avoir. Faune Ouais, de voilà, Numénor, ouais. Voilà, donc vous pouvez commencer à le lire ici. Celui qui m'a plus posé problème... Ou qui t'a déplu, enfin, ou qui a été peut-être le moins passionnant. c'est difficile. Non, je me souviens pas exactement lequel. Je saurais pas dire. Tout n'a été que J'ai plaisir. peut-être bien galéré sur les nains. Ah, c'est vrai que les nains au second âge, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui parle le plus. Hein, tu vois, c'est pas un truc qui sonne une cloche dans Ouais. mes souvenirs sur le deuxième âge. Puis le sujet est vaste, quoi, en Oui. fait, de manière générale. Donc la question c'était où commencer, où s'arrêter, quelle limite mettre, etc. Donc ça, heureusement que mes co-auteurs m'ont beaucoup aidé à bien trancher sur qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Et Coralie, du coup? C'est pareil, je sais pas. Je me suis pas mal amusée sur Encalimé. C'était marrant à faire. Et je pense que j'ai le plus galéré sur les notices géographiques. Je dirais sur les régions. Ouais. Parce que j'ai vraiment lutté pour pas paraphraser sur des descriptions purement géographiques sur certains aspects. Et je pense que c'est celui sur lequel j'ai dû passer finalement le plus de temps sur le moins de phrases. Ok. Donc la géographie, généralement, quand on est en encyclopédie, c'est pas le truc le plus fun. Hein, enfin, Bah, le truc, c'est que je suis prof de géographie, donc j'aime bien la géographie, mais là, le fait que ce soit
de la géographie de fiction et que finalement on ait assez peu de sources littéraires, c'est pas un travail de géographe, Ouais. c'est un travail d'encyclopédiste. Et ça a été difficile pour moi. Ok. Alors, si vous voulez bien, on va terminer par une dernière question. Vu qu'Elendil, a priori, a disparu sous la main de Sauron, hein. Enfin, on lui connaît le sort qui lui est réservé. Vous allez me citer, bah, du coup, le personnage, la région, le truc qui vous fait le plus kiffer dans le deuxième âge. Voilà. Ah, de ces questions. Bah, moi, j'aime poser des trucs durs comme ça, c'est rigolo. Parce que c'est un roi, une reine Honneur aux de dames. Numénor. La patate chaude, je la refile, c'est pas pour moi. Il aurait presque fallu avoir la question avant pour avoir le temps d'y réfléchir, C'est j'avoue. vrai. Désolé. Alors- J'ai déjà une petite idée. Vas-y, Jean-Rodolphe. Pardon, Coralie, tu voulais t'exprimer avant moi. Non, vas-y, tu peux y aller. Bon, merci. Juste, c'est l'apparition des Nazgûl, moi, qui me fascine au deuxième âge. Leur histoire, elle est très très peu connue. D'ailleurs, on s'était posé la question à un moment, est-ce qu'on fait cet article ou pas? Est-ce que c'est pertinent pour le deuxième âge? En fin de compte, oui, il y a des choses à dire. Mais justement, hein, les choses à dire, c'est que c'est très mystérieux et que il se passe énormément de temps avant que les Nazgûl apparaissent, entre le moment où Sauron distribue les anneaux et les Nazgûl prennent leur forme fantomatique. Mais en fait, quelle histoire ont-ils eu ces 9 hommes? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Oui, Donc, c'est parce que super même intéressant, super mystérieux. Ça fait partie des charmes des mystères tolkieniens qu'on ne pourra jamais résoudre. à moins Voilà, qu'il y moi, ait c'est ça que qu'il y ait un brouillon caché quelque part sur une version X ou Y, mais c'est vrai que. il y a peu de chance. Je pense qu'il a laissé le mystère complet, la disparition, même l'oubli des noms de ces personnages. C'est une vision super intéressante. Moi, ça me fait kiffer. Parce que justement, quoi qu'en dise le jeu Shadow of War, Elendil, Ar-Pharazôn et Helm ne sont pas des Nazgûl, justement. Ouais, ok, les Nazgûl, ça me va. Bah du coup, bon allez. À mon tour, Vas-y. je pense que ce qui m'est resté dans la tête à essayer d'imaginer comment ça aurait pu se passer et ainsi de suite, c'est la guilde des joailliers avec Celebrimbor. Le Gwaithir Myrdain. Avant l'arrivée de Sauron, les interactions avec les nains, la création d'un royaume elfe qui s'entend bien avec ses voisins, tout cet aspect-là qui finalement se retrouve noyé par l'arrivée de Sauron et qui a pris le contrôle et a influencé grandement, mais les premiers temps, avant l'arrivée d'Anatar, ils étaient réputés comme créateurs avant l'arrivée de Sauron et ça m'intéresse beaucoup cette période-là. Et malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de texte caché sur le sujet. Mais... Il y a Ring of Power pour ça, mais bon, le Gwaithir Myrdain est a priori déjà mort. Spoiler. Spoilers. Je ne suis pas sûre d'aller regarder la série de toute façon, mais... Audrey. Moi, ce que je garderais, je pense, c'est le sentiment d'avoir marché un peu sur Númenor, comme si justement je découvrais les routes, les paysages, l'environnement de l'île. Enfin, j'ai fait des articles sur les villes et ouais, j'ai eu cette impression en fait de voyager sur l'île de Númenor. Je pense que c'est ça le sentiment général qui va me rester. Et enfin, celui qui a lancé la patate chaude, mon cher Vivien. J'ai bien fait d'attendre parce que Audrey vient de dire presque ce que j'allais dire. Je pense qu'on va partir tous les deux en vacances à Númenor. Je t'emmène et puis... Non, mais c'est vrai que le côté un peu, comme disait Damien tout à l'heure, un peu méditerranéen et un peu luxuriant, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez sympathique. Au soleil. Ouais, le soleil, effectivement aussi. Donc la mer, le soleil,
la Corse, quoi, en fait. Hein. C'est ça, c'est Numénor. La Corse, c'est La Numénor. Sicile, en Ou la vérité. Sicile, ouais. Ouais, la Sicile, vraiment. Voilà, non, après, j'ai pas plus réfléchi à la question que ça. Donc, La non, Sicile, un c'est. peu à la fois mi-égyptienne, mi-mésopotamienne. Que du coup, allez lire la 4e itération de l'article de Vivien Sur l'Antiquité, exactement. Je vous recommande du coup le numéro de l'Archéloome numéro 3 qui est très bien sur Numénor aussi, mais aussi évidemment l'ouvrage sur Numénor et le second âge. La question qui revient un peu plus dans le chat là-dessus, c'est est-ce qu'il y a des projets pour la suite? Est-ce que ça c'est estimé à se réitérer? Est-ce que le 3e âge est en vue? Est-ce que ce sera plutôt le premier âge pour l'instant, ça c'est entre les mains de l'éditeur. Hein. Le fait est que. Imaginons l'éditeur, il vient vous voir et il vous dit je veux une nouvelle encyclopédie. Sur oui, quoi je ça pense tombe? que. Sur quoi ça tombe? Oui, effectivement, le plus logique, ça serait peut-être de faire le 3e âge, comme tu l'as suggéré. Mais le premier âge, en fait, c'est compliqué comme question parce qu'effectivement, déjà, on n'a pas la vue là-dessus. Ça dépend aussi beaucoup de l'éditeur, comme je disais, je l'ai dit un petit peu en rigolant, mais c'est la réalité aussi. Hein. On est tributaire de ce qu'on attend de nous. Hein. L'éditeur vient nous voir en nous disant j'aimerais une encyclopédie sur tel ou tel sujet. Alors après, c'est négociable dans une certaine mesure. Et puis comme je dis, de celle-ci. voilà, ça, les ventes. Si on se rend compte qu'il y a un public, en fait, oui, s'il y a un public, il y a des chances qu'ils nous le demandent. Si finalement on se rend compte que malheureusement il n'y a pas de public pour le travail qu'on a fait. Oui. Si on peut reprendre sur l'historique de celle-ci, vous voyez autour de moi, j'ai mis un petit peu au-dessus, là, sur mes épaules. Le fait est qu'il y a aussi des traductions qui ont été faites de la grande encyclopédie du Hobbit, en 3 langues actuellement, anglais, allemand et tchèque. Et ça joue aussi beaucoup sur la façon dont l'éditeur va recevoir cette encyclopédie et comment ensuite il est capable de nous proposer une 3e, voire plus, si jamais. Hein, soyons fous. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, s'il y a une suggestion de l'éditeur, on réfléchira à un sujet, quoi. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Quel est le sujet, justement, quel est le sujet? Encyclopédie, imaginons IA, on vous propose de faire une nouvelle, une 4e rebelote. Parce que ça sera du coup la 4e si projet il y a. On vous dit sujet libre, vous choisissez. Vous prenez quoi? Premier âge, probablement. Les adaptations. Peter Jackson. Espèce de petit troll, je te vois, Jean-Rodolphe. Je te vois, même si ton image est figée. Ok, ça marche, hein. Tu peux faire une encyclopédie d'adaptation. Hein. Elles sont tellement nombreuses, tellement diverses qu'il y aurait de quoi dire. Hein. Et blague à part, du coup, à part les adaptations. Je sais que tu sujet libre. Ouais, ok. Ouais. Sujet libre. Alors moi, j'aimerais bien refaire un truc sur les Hobbits. Ouais. Bon, parce qu'on n'a pas tout dit sur les Hobbits. Une V2, un complément de l'encyclopédie. Sur la cartographie de la comté, j'ai écrit quelques trucs récemment, mais ça mérite là aussi un livre entier. Donc là, c'est de mon point de vue. C'est mon côté cartographe aussi. C'est ce que je vous demande. C'est ce que je sais. Vous êtes là aussi pour exprimer votre point de vue. Hein. Vous pouvez avoir des sujets divergents. Hein. Sujet libre, ouais. je serais pas mal intéressée par les temps avant le premier âge. Parce que finalement, je pense que les gens survolent un peu le Silmarillion mais toutes les versions différentes de l'Ainulindale et tous les textes, voilà, ça m'intéresserait possiblement, mais je suis pas sûre que ce soit sur les radars. Oui. D'un éditeur. Puis ça serait plutôt intégré généralement à une édition premier âge. Peut-être, ou ça dépend. C'est pour ça que je dis ça dépend vraiment de l'angle de l'éditeur, parce que si c'est un livre court comme Le Monde, c'est possible de faire uniquement sur un sujet plus. C'est une grande encyclopédie.
Probablement qu'il faut élargir le sujet. Donc c'est vraiment pas dans nos mains les bien sûr. projets réels. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait de travailler. Ce serait de pouvoir présenter toutes les différentes versions de la création du monde. Peut-être une où Héroux reconnaîtrait qu'il a tort et que Melkor avait raison de faire son champ à part. Non, je pense pas, mais ça serait rigolo. Et Audrey? On n'est pas David Mm. Day. Alors, moi, ce serait plutôt sur la période du Seigneur des Anneaux, je pense. Mais, Ok. Genre Seigneur des Anneaux, troisième alors, âge? ouais, je pense. Ok. Mais bon, après, c'est marrant parce que quand après l'encyclopédie du Hobbit, je sais plus si Damien en a parlé au début quand on a retracé l'historique de comment on en est arrivé là. Mais le monde des Hobbits, c'est assez drôle parce que après l'encyclopédie du Hobbit, l'éditeur avait demandé une autre encyclopédie et le premier réflexe a été proposer le premier âge. Et l'éditeur a fait ah non, moi je veux un truc sur les hobbits. Ah! Donc ça a eu le même phénomène que Tolkien avait eu finalement Ouais. après le récit du Hobbit. L'histoire se répète. L'éditeur lui a dit ah bah non, moi je veux un truc sur les hobbits, pas sur les elfes. C'est ça, c'était au moment des films de Peter Jackson, donc clairement, pour des raisons marketing, nous on arrivait avec nos histoires d'elfes et c'était pas ce qui était demandé par Ouais, c'est vrai qu'il le cahier des charges. C'est vrai qu'il servait plus à trop à grand chose dans les livres du Seigneur des Anneaux. À part évidemment l'arrivée des elfes au gouffre de Helm. N'est-ce pas, En plus, nos elfes étaient bruns. Oui, en plus les elfes sont pas blonds. Non. Bah merci à vous. On a fait une petite heure et demie. Je trouve que c'est pas mal. Donc ce livre-là, on peut le retrouver évidemment dans toutes les librairies. Hein, l'encyclopédie de Numénor et De la Terre du de la Milieu, Terre du 2 Milieu. points, J'arrive vraiment pas avec les Numénor noms, et le c'est deuxième terrible. arbre. Hein. Pardon, excusez-moi. Vous voyez cet Voilà, arbre, mais la l'arbre il est quand même vachement beau. Hein. Ouais. C'est pour me faire C'est pardonner de ma David boulette. Geza qui a réalisé cette illustration. Donc, Encyclopédie de la Terre du Milieu. Numénor et le deuxième âge est trouvable dans toutes vos librairies, donc commandable aussi dans les grandes enseignes comme la Fnac ou Ra. En termes de rendez-vous et de deadline, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, Audrey Vivien, on peut vous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux de Tolkien Deal, donc vous pouvez venir les retrouver, leur poser toutes vos questions sur le Discord ou sur le forum. Jean-Rodolphe, qu'est-ce que t'as comme actualité, toi, qui t'arrive bientôt? Eh ben, ce week-end, je vais signer pendant 2 jours un petit festival en Eure-et-Loire qui s'appelle le Festival du Légendaire. Ça tombe bien, c'est juste à côté de chez moi, donc je vais y aller à pied. Et Tel un hobbit, tu iras. l'encyclopédie de la Terre du Milieu sera, voilà, j'irai en hobbit, j'irai pieds nus d'ailleurs. Hein, D'abord, et je signerai l'encyclopédie de la Terre du Milieu, le dictionnaire Tolkien, Tolkien et l'Antiquité. Et puis je vais amener mes exemplaires personnels du livre que j'ai sorti avec Didier Willis aux éditions du Dragon de Brume, sur la cartographie de la comté notamment. Voilà, donc je viendrai les mains pleines et j'espère signer plein de livres. Et je ferai au passage une petite conférence dimanche matin sur Tolkien et parmi les femmes. Oh. Voilà, parce que c'est le grand thème du légendaire, ce sont les femmes héroïques. Ok. Et il y en a Devinez dans de quoi le je vais Tolkien. parler. Voilà, exactement. Coralie, en termes d'actualité. J'ai pas vraiment d'actualité en ce moment, Les donc cours. voilà. C'est une actualité elle seule. Ok, ça marche. Damien, Audrey. lui. Damien, peut-être, vu qu'il n'est pas là, peut-être lui dire qu'il sera en dédicace à Aix-en-Provence la semaine prochaine, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus les dates. Oui, c'est avant la fin novembre. Je n'ai plus la date en tête. Mais... fin du mois de novembre, à l'Antre de Calliope, dans le sud de la France, qui est une très très chouette librairie, qui donc fera signer. Et vous pourrez parler langue en long, en large et en travers avec Damien Bador à ce moment-là, et de plein d'autres sujets, parce que sur plein d'autres sujets, les conversations avec Damien très intéressantes. Bien, Audrey, en termes d'actualité, qu'est-ce qu'on a nous?
Alors, moi, je suis en train de voir avec des libraires pour Hmm faire des séances de dédicaces. Ou Donc, plutôt dans le nord de la France? alors, plutôt du côté de Lille, oui, effectivement. Donc, pour l'instant, les dates, j'ai pas de date ni d'adresse confirmée. Ce qui est sûr, c'est que je serai probablement à Pâques au festival Trolls et Légendes à Mons en Belgique. Donc, sur le stand de Tolkien Deal. Donc, je pourrais au moins dédicacer là. Et il n'est pas Euh, impossible que j'y sois aussi. Voilà. Et puis, en tout cas, vous pouvez essayer de demander à vos libraires de demander Pour dédicace. une séance de dédicace auprès de l'éditeur. Vous pouvez essayer de nous contacter aussi. C'est ça. Moi, je suis sur Paris, donc j'ai pas de dédicace prévue, mais si vous demandez à des libraires sur Paris, je Ah, bah. peux venir dédicacer sur Paris. Et quoi, je demanderai à mes libraires de quartier et à mon libraire de imaginaire préféré si on peut pas Mon seul organiser. problème, c'est que je suis en fauteuil roulant. Ah oui, Ça élimine certaines librairies. c'est vrai. Mais Oui. C'est un peu le problème de Paris aussi à ce niveau. Mais on trouvera. Mais voilà, réclamez à vos libraires et ça pourra peut-être se faire. c'est ça. Donc Il répartit un voilà. petit peu sur toute la Mhm. France. Dominique Vigo, lui, Oui. est en Normandie, du côté de Caen. Et il sera très présent sur les festivals d'imaginaire avec le stand d'Elbakin. Elbakin, il y a généralement. Donc si vous avez vos exemplaires et que vous arrivez à le choper, c'est un rôdeur du Nord, l'essence du terme. Moi, en ce qui me concerne, ouais. j'ai pas de dédicace pour l'instant de prévu. Donc l'actualité, ça va plutôt être niveau du ici podcast même sur les lives. Comment? Au niveau du podcast, ouais. Ouais, voilà. Eh bien, prochainement, alors pour l'instant, pas de date arrêtée, mais le 21 novembre, on a un ouvrage dirigé par Vincent Ferret qui s'appelle Les mondes de Christopher Tolkien en numérique qui va sortir en hommage au 100e anniversaire de Christopher Tolkien. Aux Et donc, éditions Hadar. voilà, aux éditions Hadar. Et très très prochainement, du coup, soit dans la semaine prochaine, soit la semaine suivante, nous devrions faire un live avec Vincent Ferret et quelques-uns de nos co-auteurs, puisque je suis aussi co-auteur de cet ouvrage, pour fêter un peu cet ouvrage honorifique et vous le présenter en primeur. Voilà. Et je serai On a hâte. évidemment en co-animateur avec Vivien sur cette session. En termes d'actualité, on a aussi une autre grosse actualité, c'est demain. Demain, il y a la présentation du projet secret sur lequel certaines associations de l'imaginaire ont travaillé, dont Tolkien Deal, dont la Garde de Nuit, dont la Gazette et la Pierre de Tir. Ça sera sur le live Twitch de la Pierre de Tir. Venez nombreux, le projet est T'as gros. pas un petit visuel là? Attends, je vais essayer de le trouver vite fait. Je dois avoir le dragon sous la main. Je crois Faut que j'ai le teaser un petit peu. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû mettre plus de photos en fait, mais ça c'est pas ça c'est mon j'ai mal fait mon taf. Alors, Ouais, mais tu nous as mis l'eau à la bouche. Hein. c'est vrai. Attends, je vais le trouver. Ah voilà. Hop, enregistrer l'image. En tout cas, pendant que tu cherches, juste, Vas-y. on remercie évidemment tous les gens qui ont assisté ce soir à cet échange. Merci à tous. Merci. On espère que notre ouvrage va vous plaire. Et comme on vous l'a dit, hein, si vous nous voyez en dédicace, n'hésitez pas à venir et on vous fera un petit gribouillis et puis on discutera avec vous avec plaisir. Et donc voilà, donc petit live demain soir 21h sur la live Twitch de la Pierre de Tir avec du coup je serai le représentant Tolkien Deal. Il y aura un représentant ou une représentante de la Gazette et de la Garde de Nuit et de la Pierre de Tir. On parlera de ce beau projet qui aura lieu en janvier. Notre séance teasing. Donc on a une belle actualité. Moi, en termes de festival, je crois que le prochain c'est février à Lagny-sur-Marne. Je donne une conférence sur Tolkien. Je sais pas encore le sujet. Faut que je cherche. Et sinon, je serai au festival habituel, hein, donc Salon Fantastique à Paris et voilà, ce sera ça les opérations. Donc live demain, Pierre de Tir. La semaine prochaine ou la semaine suivante plutôt la semaine suivante du coup pour Vincent Ferré. On essaiera de caler une petite
un petit live en décembre sur les lettres du Père Noël, peut-être ça pourrait être sympa si on arrive à trouver des intervenants, ça serait cool. Et janvier, on a des gros trucs qui arrivent. Donc restez sur nos réseaux sociaux, rejoignez notre Discord, n'hésitez pas à contacter vos libraires de quartier pour parler de l'encyclopédie de la Terre du Milieu sur le Numénor et le deuxième âge. J'ai réussi à le dire correctement cette fois-ci, bravo à moi. Et je vous souhaite une bonne soirée, merci à vous toutes et tous de m'avoir Merci. accompagné ce soir. Et on est dispo si vous voulez faire des lives. Et on est dispo si on voulait faire des Merci lives, beaucoup. exactement. Sur l'encyclopédie, bah ouais, on sait jamais Oui, s'il y a oui, d'autres bien gens sûr, qui. bien sûr, bien sûr. Bah ouais. Allez, Parce qu'on n'a pas bonne- tout dit, hein. On n'a pas tout dit. c'est vrai, bah oui. Mais 1h30, t'as vu, c'est court, hein. C'est notre live Ouais. le plus court, je pense. C'est Ever. vrai. Allez, Merci. bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée.